Alors, je me présente d'abord, donc je suis Marie Perret, je suis professeure de philosophie dans un lycée situé en banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison. Et je suis par ailleurs militante. Je suis responsable de la commission école dans une association laïque qui s'appelle l'Union des familles laïques, l'UFAL. Association qui considère, disons, que l'école républicaine fait partie du modèle social français et doit être défendue à ce titre. Alors, l'école se présente empiriquement comme un lieu qui rassemble des êtres différents, des élèves de sexe, d'âge, de conditions sociales, de milieux culturels, de goûts, de croyances, mais aussi d'aptitudes différentes. Il paraît donc a priori très difficile d'articuler l'école à l'idée d'universel. L'universel se présente en tout cas ici comme un défi, d'où le titre que nous avons choisi avec Sébastien pour cet atelier. Et l'universel est sans doute d'autant plus un défi à l'heure actuelle où, comme vous le savez sans doute, le système français est très régulièrement épinglé par les enquêtes internationales pour son caractère inégalitaire. À l'heure aussi, il faut bien le dire, où certains établissements sont devenus des ghettos que les classes moyennes et parfois les classes populaires fuient en allant vers l'enseignement privé. À l'heure enfin, où les contenus des enseignements sont parfois violemment contestés au nom des croyances personnelles et des convictions religieuses. L'universel semble donc plus que jamais, en tout cas, un défi qu'il est urgent de relever. Si l'articulation entre l'école et l'universel est difficile, elle est, en tout cas je vais essayer de le montrer, néanmoins pensable. Mais elle n'est pensable, à mon sens, qu'à partir d'un modèle théorique qui assigne à l'école une finalité précise et un objet spécifique. L'universel, à l'école, n'est pensable qu'à partir d'un modèle qui pense l'école comme une institution publique dans laquelle les élèves ont à construire leur liberté grâce à l'instruction, c'est-à-dire à la transmission raisonnée des savoirs. Alors ce modèle théorique, on le sait, a été théorisé sous la Révolution française par Condorcet. L'œuvre de Condorcet était un peu tombée dans l'oubli, et il faut saluer le travail qui a été accompli à partir des années 1980 par la philosophe Catherine Kinsler, qui a exhumé l'œuvre de Condorcet, qui l'a dépoussiérée et qui en a montré, je crois, la troublante modernité. Une remarque préliminaire, ce modèle construit par Condorcet est bien entendu un idéal. Même s'il a pu inspirer les principales politiques scolaires sous la Troisième République, ce modèle n'a jamais été pleinement réalisé et surtout, il n'a jamais été confronté à ce phénomène qui a marqué le XXe siècle et qu'on a appelé la démocratisation de l'école. Reste que renoncer à cet idéal au prétexte qu'il serait périmé serait, à mon sens, une erreur. Car le modèle républicain de l'école est un modèle rigoureux et exigeant, fondé sur des principes que les changements de la société ne rendent nullement obsolètes, au contraire. Tout l'intérêt du modèle construit par Condorcet réside en ceci qu'il se donne comme horizon l'universel et qu'il ne cède jamais sur l'idéal universaliste. Je voudrais montrer comment cet horizon se traduit dans des principes en explicitant 4 points par lesquels le modèle républicain construit par Condorcet articule l'école à l'universel. Premier point d'articulation. L'universel est d'abord pensable en termes de droit. L'instruction publique est un droit naturel et donc un droit pour tout homme. On pourrait même dire qu'elle l'est a fortiori, puisque l'instruction conditionne l'un des droits les plus fondamentaux, celui de disposer de soi-même. L'idée, somme toute très simple et très belle, sur laquelle le modèle républicain de l'école se fonde,
et que sans instruction, aucune liberté n'est possible. La liberté, en effet, ça n'est pas la spontanéité. La liberté, pour être effective, suppose la maîtrise et l'intellection, la compréhension des savoirs. La liberté est donc ici synonyme d'autonomie, laquelle consiste à reconnaître comme seule autorité celle de sa raison. Et parce que la République institue par des droits formels un peuple de sujets libres, elle doit aussi leur garantir le droit à l'instruction qui seul rend la liberté effective. La République doit donc instruire tous les hommes sans restriction, les femmes comme les hommes, ceux qui sont citoyens au sens juridique du terme, comme ceux qui ne le sont pas, mais qui, en tant qu'hommes, ont aussi à construire leur autonomie. Je pense en particulier aux enfants étrangers vivant sur le sol français. Le modèle républicain construit un deuxième point qui permet d'articuler sous une autre forme l'école à l'universel. Je l'exposerai d'une manière très concise parce que Sébastien Dufort traitera plus spécifiquement ce point tout à l'heure. Il porte sur la question très débattue de la pédagogie. Le principe déductible du modèle républicain est le suivant. Si l'instruction s'adresse à tout homme, alors elle ne peut s'adresser qu'à ce que tous les hommes ont en commun, à savoir l'exercice de la raison. L'instruction ne peut solliciter chez l'enfant que l'exercice de la raison. Elle ne peut pas l'instruire de ce qui ne s'argumente pas ou de ce qui ne se fonde pas en raison. C'est dire bien entendu que l'école doit bannir les croyances et s'interdire tout dogmatisme. Mais c'est dire aussi que l'école doit bannir toutes les formes de pédagogie fondées sur l'affectivité, sur la persuasion et sur la séduction. Du modèle républicain découle un troisième point d'articulation entre l'école et l'universel qui porte cette fois-ci sur la mission de l'école. Si l'instruction s'adresse en droit à tous, si elle ne s'adresse qu'à ce qui est commun à tous, l'exercice de la raison, alors l'école doit se limiter à la transmission des savoirs et des œuvres du génie humain, ce qu'on désignait jadis par le beau mot d'humanité au pluriel. La question des savoirs qu'il faut privilégier, on y reviendra peut-être tout à l'heure au moment du débat, est une question extrêmement difficile, pour trois raisons au moins. La première, c'est que la somme des savoirs est considérable. La deuxième raison est que l'école transmet des connaissances déjà acquises. Et donc, elle est nécessairement en décalage, non seulement avec l'état présent des connaissances, mais aussi, évidemment, avec l'état futur des connaissances, puisque l'état des connaissances évolue constamment. La troisième raison est qu'on ne reste pas toute sa vie à l'école. Le temps passé à l'école est nécessairement un temps limité. La solution préconisée par Condorcet consistera par conséquent à privilégier les savoirs les plus stratégiques, ceux qui permettent aux élèves d'accéder à la compréhension des principes et qui serviront aussi de point d'appui pour acquérir ensuite des connaissances de plus en plus larges. À côté des savoirs, je le disais, l'école doit aussi assurer la transmission des humanités. Les grandes œuvres littéraires et artistiques sont, comme les savoirs, l'occasion pour les élèves d'expérimenter très concrètement l'universel, d'en faire l'expérience réelle. En comprenant un savoir, une proposition mathématique, une théorie physique, je comprends en effet ce que tout esprit pourrait, voire devrait comprendre, quelle que soit sa culture, quelle que soit la langue dans laquelle il a été formé. L'intellection, la compréhension d'un savoir, même modeste, m'arrache par conséquent mes particularismes et me fait découvrir très concrètement ce que la raison peut avoir d'universel. Mais les grandes œuvres littéraires et artistiques font elles aussi découvrir, sous une forme sensible cette fois, ce qu'est l'humain, dans toute son extension et aussi dans toute sa complexité. Non seulement l'humanité dans sa diversité, mais aussi et surtout ce qui est spécifiquement humain. Les passions que les hommes éprouvent, les rêves qu'ils forment,
leurs errances et leurs erreurs. J'évoquerai brièvement un quatrième point d'articulation entre l'école et l'universel, une quatrième déclinaison possible. Il s'agit bien entendu de la laïcité. Je serai peu diserte sur ce point tant il est évident que la laïcité, qui oblige les professeurs à un devoir de stricte neutralité et qui oblige aussi les élèves à un devoir de réserve, garantit cette articulation entre l'école et l'universel. La laïcité garantit cette articulation d'abord en sanctuarisant l'école, en faisant de l'école un espace soustrait de la société et par là même, ce point est à mon sens très important, protégé des demandes et des pressions sociales. Mais la laïcité garantit aussi cette articulation en faisant de l'école un lieu dans lequel les élèves construisent leur autonomie, en s'efforçant de mettre entre parenthèses ce à quoi ils croient et ce qu'ils peuvent être par ailleurs. Cinquième et dernier point d'articulation que je ne peux pas passer sous silence, la philosophie. La philosophie, comme vous le savez, dans le système scolaire français, est une discipline que tous les élèves rencontrent à la fin de leur parcours scolaire, à l'exception notable des élèves de l'enseignement professionnel, et il y a là, à mes yeux, une anomalie, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. En philosophie, les élèves ont l'occasion, là encore, de faire l'expérience concrète de l'universel, mais aussi de le penser, de le réfléchir. Ils expérimentent d'abord l'universel en s'assurant que leurs pensées ne sont pas des opinions seulement personnelles, voire des illusions personnelles, mais que ce sont des idées qui peuvent être en droit comprises par tout homme. Ils apprennent aussi à penser l'universel en construisant la distinction entre l'universel et le général. Ces deux concepts en philosophie sont distincts. En apprenant à construire aussi la distinction entre l'universalité et l'unanimité, et en apprenant à construire enfin une distinction intéressante philosophiquement, la distinction entre le particulier et le singulier. J'y reviendrai très brièvement à la fin de cette communication. Je voudrais maintenant montrer comment ce modèle républicain de l'école a été progressivement déconstruit. On pourrait même aller plus loin, c'est en tout cas la position que je défends, on pourra en discuter tout à l'heure, en disant que ce modèle a été supplanté par un autre modèle que j'appellerais le modèle adaptatif de l'école. Ce changement de modèle s'est accompli très progressivement au fil des réformes dont l'école a pu faire l'objet depuis 40 ans. Ce changement de modèle, ce passage du modèle républicain de l'école à un modèle adaptatif de l'école a, à mon sens, fait sauter en quelque sorte les points qui articulaient l'école à l'universel. Alors, le droit à l'instruction en France, et c'est heureux, n'a jamais été remis en question. Reste que, depuis une quarantaine d'années, ce droit à l'instruction a subi une sorte de torsion. Aujourd'hui, l'école assure moins peut-être le droit à l'instruction que le droit à l'éducation. Éduquer, c'est faire en sorte que l'enfant puisse s'adapter à la société dans laquelle il est appelé à vivre. Assigner à l'école cette finalité d'adaptation sociale revient à en changer totalement la nature. L'école n'est plus conçue comme un espace critique où l'élève, en exerçant sa raison sur des savoirs précis, pourra expérimenter cette forme de liberté la plus haute qu'est l'autonomie. L'école est désormais d'abord conçue comme un lieu de socialisation, un espace dans lequel l'élève échange avec d'autres et apprend à vivre pour pouvoir ensuite mieux s'intégrer à la société. Rien d'étonnant donc à ce que l'école apparaisse de plus en plus comme un lieu de vie ouvert à l'environnement social. L'idée qui s'est imposée est que la société doit irriguer l'école, que l'école doit tenir compte des évolutions sociales, des demandes sociales, bref, qu'elle doit se régler sur le monde tel qu'il est et tel qu'il va. La perspective à partir de laquelle le modèle républicain pensait le rapport entre l'école et la société était strictement inverse. Ce n'était pas la société qui devait irriguer l'école,
c'était au contraire l'école qui devait irriguer la société. L'école adaptative, qui se donne pour objectif de préparer les enfants à être de futurs agents sociaux, privilégie mécaniquement les savoirs immédiatement utiles, par exemple l'anglais de communication, au détriment du savoir intellectuel qui est supposé ne servir à rien, par exemple l'apprentissage de la grammaire. L'école adaptative privilégie aussi le familier, l'actualité, l'environnement social de l'enfant, les cultures de proximité, les langues d'origine, au détriment de ce qui est a priori étranger aux enfants, les humanités, les œuvres qui appartiennent au passé, les langues anciennes, etc. L'école adaptative va valoriser la capacité à aller chercher l'information, au détriment souvent de l'intellection du savoir lui-même. Rien d'étonnant donc à ce que l'école adaptative privilégie les compétences au savoir. Les programmes, vous les connaissez peut-être, sont encore des programmes nationaux et c'est tant mieux, mais ils se présentent désormais sous la forme de ce qu'on appelle des référentiels de compétences, c'est-à-dire d'une liste d'items qui correspondent non à des connaissances précises et organisées par discipline, mais à des aptitudes transdisciplinaires que l'élève doit intégrer pour être capable de mettre en œuvre les comportements appropriés aux différents contextes de sa future vie sociale et professionnelle. Dernière rupture entre les deux modèles. Le modèle républicain est universaliste au sens où il se veut indifférent aux différences. Le modèle adaptatif se veut au contraire attentif aux différences. Du modèle adaptatif découle donc l'idée de pédagogie différenciée selon les particularités des élèves auxquels on s'adresse. Le modèle républicain implique quant à lui le principe de programmes nationaux, évalués selon les mêmes exigences et enseignés selon une pédagogie qui s'adresse à la raison de l'élève. Ce modèle républicain s'adosse en fait à ce que j'appellerais un postulat cartésien, à une idée qui a été développée par Descartes dans le discours de la méthode. Cette idée, c'est que, vous connaissez la citation, elle ouvre le discours de la méthode, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Autrement dit, tout esprit recèle en lui cette puissance qui est la capacité de comprendre. Il n'y a donc aucun savoir qu'un esprit rationnel ne puisse comprendre, pourvu qu'on le présente selon un ordre raisonné, en partant du plus élémentaire pour aller très progressivement, degré par degré, vers des objets plus complexes. Et pourvu surtout que le professeur sache ce qui peut, chez l'élève, faire obstacle à la compréhension du savoir et qu'il lève cet obstacle. Le modèle adaptatif va privilégier plutôt des pédagogies transdisciplinaires qui vont se régler sur les particularités culturelles et cognitives de l'enfant. Au lieu d'amener les élèves au savoir, de mettre le savoir à la portée, non pas à leur niveau, mais à leur portée, c'est tout à fait différent, eh bien, on va plutôt adapter les contenus des enseignements à ce que sont les élèves et surtout à ce qui est susceptible de les intéresser spontanément. Je voudrais, pour finir, avancer quelques pistes qu'il faudrait, à mes yeux, suivre pour que l'école républicaine renoue avec l'universel. Je voudrais d'emblée écarter une fausse piste. Ce n'est pas en instillant à l'école des valeurs, fussent-elles républicaines, que l'école renouera avec l'idéal universaliste. Il y a en effet ce que le philosophe et linguiste Jean-Claude Milner appelle l'universel facile et l'universel difficile. L'universel facile, c'est celui qui consiste à convertir une multiplicité en un tout, en une unité, en injectant du commun, en injectant des valeurs, du liant. Mais l'école n'a pas à convertir, elle n'a pas à formater les esprits. Elle doit plutôt viser l'universel difficile. Viser l'universel difficile, c'est permettre à chacun d'advenir comme singularité
en construisant son autonomie et en cultivant, selon ses goûts, selon ses capacités et selon ses mérites, jusqu'où il le peut, son point d'excellence. Pour se rapprocher de cet idéal, il est à mon sens urgence de faire 3 choses. La première, c'est de sanctuariser l'école. Alors sanctuariser l'école, ça ne veut pas du tout dire la transformer en une espèce de camp retranché. Cela signifie très exactement défendre le principe de son autonomie institutionnelle. L'autonomie institutionnelle est le contraire de l'autonomie des établissements. L'autonomie des établissements renforce les inégalités puisque l'offre en matière d'enseignement dépend, selon ce principe, en grande partie en tout cas, des particularités locales. La réforme du lycée, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, renforce du reste, à mon sens, ce travers, puisque les lycées ne proposeront pas aux élèves les mêmes enseignements de spécialité. L'offre variera en grande partie en fonction des contraintes locales. Non, l'autonomie institutionnelle, c'est le principe selon lequel l'école est une institution et non pas un lieu de vie, une communauté de vie, mais une institution, régie par ses propres principes et non par les demandes qui lui viennent de l'extérieur. On ne demande pas à l'institution judiciaire de se régler sur les demandes sociales. Il est évident pour nous que l'institution judiciaire doit se régler sur ses propres principes. Pourquoi demande-t-on alors à l'école en permanence de se régler sur la société ? Pour que l'école puisse être à la hauteur de sa mission, elle devrait au contraire se concevoir elle-même comme un espace à la fois soustrait de la société et protégé de celle-ci. La deuxième urgence est, à mon sens, de clarifier la mission de l'école. L'école ne peut pas répondre à tous les maux de la société. Elle peut en revanche instruire les élèves de ce dont ils ne pourraient pas s'instruire par ailleurs. Encore faut-il que l'on reconnaisse qu'il y a une autorité des savoirs et que les savoirs ne sont pas ennemis de la liberté. L'école a, je crois, beaucoup souffert du soupçon que les philosophies de la déconstruction ont jeté sur le savoir. Ce soupçon a gagné les élèves. Ces derniers sont spontanément relativistes. Ils ne croient plus en l'objectivité des savoirs. C'est particulièrement sensible en philosophie, mais ça l'est dans d'autres matières. Les élèves considèrent spontanément que les savoirs ne sont finalement que des croyances qui reflètent une manière de penser, une vision du monde, propre à une époque, à une culture, voire à un groupe social déterminé. Il est urgent de clarifier le discours institutionnel de l'école sur les savoirs. Les savoirs ne sont évidemment pas des vérités intangibles et définitives, mais les savoirs ne sont pas non plus réductibles à des croyances qui seraient seulement relatives à un groupe social. Dernière piste enfin, dernière urgence, je passerai très rapidement, il faudrait, je crois, renouer avec un minimum d'exigence. La sociologie a montré que tous les élèves n'avaient pas les mêmes chances et que les conditions sociales pouvaient être handicapantes dans les apprentissages. Mais plutôt que de concentrer les moyens budgétaires là où les besoins étaient les plus grands, on a préféré raboter les programmes et baisser le niveau d'exigence, avec pour seul effet de dissimuler les inégalités réelles. Les parents et les élèves, du reste, ne s'y trompent pas. Ils savent très bien qu'une moyenne obtenue dans un établissement n'est pas égale à la même moyenne obtenue dans un autre établissement. Et il est à cet égard symptomatique que la principale critique que les organisations lycéennes ont adressée au ministère à propos de la réforme du baccalauréat était que cette réforme allait relativiser en quelque sorte la valeur du diplôme, que la valeur du diplôme allait dépendre désormais de la réputation de l'établissement. Puisqu'on sait que cette réforme consiste à introduire en fait dans l'obtention du baccalauréat du contrôle continu. Cette crainte exprimée par les organisations lycéennes
à propos de la réforme du baccalauréat est malheureusement fondée. Pour avoir enseigné dans des lycées très différents, j'ai commencé ma carrière dans un lycée technique à Sarcelles, où j'ai été très heureuse. J'enseigne aujourd'hui dans un lycée d'une ville très bourgeoise, qui est Rueil-Malmaison. J'ai pu constater, hélas, que les exigences n'étaient plus les mêmes d'un établissement à un autre établissement. Or, ce n'est pas faire injure aux élèves que d'attendre d'eux qu'ils s'approprient les savoirs qu'on leur transmet. Ce n'est pas leur faire injure que d'évaluer cette appropriation. C'est au contraire leur témoigner la forme la plus haute de respect qui est due à un être humain, les considérer comme des êtres capables de s'élever, de progresser, d'acquérir de la maîtrise et de l'intelligence. Je vous remercie pour votre attention. Avec vous. Et donc, pour essayer de répondre à cette question décisive, quelle école de l'universel ? Je pense qu'il faut aussi porter le regard plus spécifiquement sur ce qui se passe à l'intérieur des classes et donc, inévitablement, interroger les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre dans ces classes-là. Alors, deux précisions d'entrée de jeu. Il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser les collègues enseignants, encore moins de revenir à un hypothétique cours magistral avec salut au drapeau et port de l'uniforme. Par contre, je pense qu'il faut absolument montrer et déconstruire la responsabilité d'une doxa éducative qui somme véritablement les enseignants d'utiliser en classe un type bien précis de pédagogie. Pédagogie, Marie en a parlé, qui repose sur la contestation du savoir. Alors les injonctions, elles viennent de partout. Elles viennent de la Commission européenne, elles viennent de l'UNESCO, elles viennent d'organisations syndicales, elles viennent de la Commission européenne également, de l'OCDE. Et donc pour cela, je vais reprendre les conclusions d'un certain nombre de travaux qui font autorité aujourd'hui en sciences de l'éducation, en psychologie des apprentissages. Donc les travaux du GRDS, le groupe de recherche pour la démocratisation scolaire, Jean-Pierre Terrail, Alain Bétonne, Jérôme Dovio, ceux du groupe ESCOL, Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, et de façon un petit peu plus lointaine, les travaux de Basil Bernstein, sociologue, à qui je vais emprunter le concept notamment de pédagogie invisible. J'y reviendrai. Deux mots très rapides sur l'état du système éducatif français, puisque je pense que vous le connaissez. Le niveau baisse et les inégalités de réussite scolaire se creusent. 150 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. 20% des élèves en fin de CM2 ont de grandes difficultés en lecture, en écriture, en compréhension de texte, etc. Et la France est un des pays, si ce n'est le pays, dans lequel le lien entre origine sociale et réussite scolaire est malheureusement le plus élevé. Et une dernière enquête, mais qu'on passe souvent sous silence, c'est que l'OCDE montre souvent, j'y reviendrai, que les Français manquent de qualifications. Et donc, pour expliquer ce constat, on met souvent en avant, à juste titre d'ailleurs, le manque de moyens, les classes surchargées, les jeunes profs envoyés en ZEP, l'absence de mixité sociale, l'existence de ghettos scolaires, Marie en a parlé. Mais on omet, à mon sens, un point essentiel, qui est la responsabilité de certaines pratiques pédagogiques dont on sait maintenant qu'elles accentuent considérablement les inégalités d'accès au savoir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pratiques pédagogiques sont très largement majoritaires, voire même sont devenues la norme. Alors, le premier axe que je voudrais développer avec vous, c'est l'émergence d'un nouveau paradigme pédagogique. Alors, il est lié au contexte des années 60, qui est le contexte de massification, de démocratisation scolaire, et donc, inévitablement, apparaît un nouveau public scolaire composé majoritairement d'élèves issus des catégories populaires. Dans le même temps, c'est le contexte économique des Trente Glorieuses, émerge une nouvelle classe moyenne salariée qui est éduquée, qui est progressiste, qui est attachée au libéralisme culturel. Et donc, dans le sillage de mai 68, cette classe moyenne salariée va critiquer de façon assez virulente la pédagogie traditionnelle, le cours magistral, la pédagogie trop transmissive, trop verticale, le savoir abstrait, les disciplines scolaires, etc. Et donc, c'est cette classe moyenne, mais qui est aussi quand même souvent appuyée par les milieux conservateurs, qui va massivement diffuser une doxa éducative et donc imposer ce que Jean-Pierre Terrail appelle le préjugé déficitariste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce préjugé déficitariste ? C'est l'idée selon laquelle, tout simplement, les élèves issus des milieux populaires
ne sont pas faits pour l'abstraction, ne sont pas faits pour les théories, ne sont pas faits pour la culture scolaire. Ils n'ont pas les mêmes appétences pour l'école. Et donc, il faut rompre avec la pédagogie traditionnelle qui serait faite que pour une élite, et donc adapter les dispositifs pédagogiques pour ces enfants-là. Et donc, se met alors en place des pédagogies de l'adaptation au manque. Alain Betton parle à ce propos d'approche compassionnelle. Il s'agit donc de partir d'un enseignement plus ludique, plus attractif, plus concret, plus proche du vécu des élèves, de leur expérience immédiate, pour les motiver. Et Sabine Kahn a une expression que j'aime beaucoup. Elle dit qu'à partir de là, Marie en a parlé aussi, on va faire entrer dans la classe de la quotidienneté. Et alors on le voit, l'école devient un lieu de socialisation, le savoir devient un enjeu secondaire, il est relégué, il est invisibilisé. Et le support privilégié de ce préjugé déficitariste, c'est l'innovation pédagogique. Or, tous les travaux montrent aujourd'hui, les travaux en sociologie de l'éducation notamment, que ces pratiques innovantes augmentent considérablement les inégalités d'accès au savoir, alors qu'elles ont été conçues pour ces élèves-là, pour les élèves issus des milieux populaires. Mais en définitive, on le verra, j'essaierai d'expliquer pourquoi elles pénalisent justement ces élèves-là. Et de ce point de vue, plutôt que de parler de pédagogisme, puisque le concept est quand même... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas un concept, c'est un terme qui est connoté quand même assez péjorativement, je préfère reprendre le concept de Basil Bernstein, qui est celui de pédagogie invisible. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pédagogie invisible ? C'est une pédagogie dans laquelle on a une absence de classification entre les savoirs scientifiques et les savoirs de sens commun. On a une absence de cadrage des activités des élèves. Autrement dit, les objectifs intellectuels visés ne sont pas explicités de façon claire. Logiquement, les critères d'évaluation sont implicites. Et on a le discours de l'enseignant qui va avec, et l'enseignant devient alors naturellement, un accompagnateur, un facilitateur qui fait en classe de l'animation socio-culturelle. Le problème, c'est que ces nouvelles pédagogies sympathiques en apparence, qui sont basées donc sur la péjoration du savoir, créent des malentendus socio-cognitifs et accentuent considérablement les inégalités scolaires, au détriment bien sûr des élèves les moins dotés en capital culturel. Alors, pourquoi ? Parce que cette pédagogie invisible qui est diffusée par l'innovation pédagogique repose sur une double confusion. La première confusion, je l'ai dit, c'est la confusion entre les différents registres de savoir. Autrement dit, on a une confusion entre les savoirs savants, légitimés par une communauté scientifique, et les savoirs extrascolaires. C'est ce qu'on appelle le relativisme. Donc, cette confusion ne permet pas de déconstruire les représentations des élèves, notamment les plus faibles, leurs idées préconçues, ce qui va impliquer que beaucoup d'élèves vont rester dans le genre premier de certains objets d'études, c'est-à-dire, Marie en parlait, l'immédiateté, l'expérience personnelle, le vécu, alors que l'enseignant, lui, se situe dans le genre second, c'est-à-dire le moment où l'objet d'étude devient véritablement un objet de savoir. La deuxième confusion, c'est que ces pédagogies innovantes confondent l'activité observable en classe, c'est-à-dire la tâche réalisée par les élèves, et l'activité cognitive. Ces tâches réalisées en classe laissent dans l'implicite les savoirs en jeu. C'est-à-dire que ces pédagogies innovantes reposent considérablement sur des implicites, évidemment, que ne voient pas les élèves issus des milieux populaires, là où ceux qui viennent des milieux aisés bénéficient, je reprends une expression de Stéphane Bonnery que j'aime beaucoup, les élèves qui viennent des milieux aisés bénéficient d'un délit d'initié, c'est-à-dire qu'ils ont des affinités électives avec la culture scolaire, implicite que les enfants issus des milieux populaires, eux, ne voient pas. Et donc, en définitive, on a évidemment en classe des inégalités de réussite scolaire qui se creusent parce qu'on confond de plus en plus la tâche observable en classe, faire un exercice, répondre à des questions, colorier une carte, avec le véritable enjeu intellectuel. Alors, j'ai pas le temps de toutes les développer, mais parmi ces pratiques pédagogiques innovantes qui invisibilisent le savoir, alors on a l'interdisciplinarité, on a la classe inversée, on a l'utilisation du numérique, mais il y en a une qui me semble vraiment idéal typique aujourd'hui de ce qui se passe dans les classes, donc au sens de Max Weber,
c'est la pédagogie active ou la pédagogie inductive. Alors pour faire simple, elle consiste à partir du vécu des élèves, de leur expérience immédiate, on les fait participer via le cours dialogué, on leur demande ce qu'ils pensent de tel ou tel phénomène. Et ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que ça va entraîner une forme de spontanéisme pédagogique. Ce que Jérôme Dovio appelle l'activisme langagier. Autrement dit, on a en classe des échanges tous azimuts, des prises de position d'élèves, mais aussi parfois de l'enseignant. On discute en classe des problèmes de société, des questions socialement vives. Et là aussi, faute de classification entre les savoirs savants et les savoirs d'expérience, et faute de cadrage des activités des élèves, les élèves issus des milieux populaires ne parviennent pas à hiérarchiser et à distinguer les savoirs scientifiques des savoirs de sens commun, puisqu'ils sont peu familiers avec cette circulation dans la classe incessante entre les différents registres de savoir. Sauf que quand arrive l'évaluation, ils réalisent que leur expérience personnelle, leur opinion, ne suffit pas pour remplir les exigences de l'évaluation. Là, évidemment, où les élèves fortement dotés en capital culturel, au sens de Bourdieu, disposent, eux, dans leur socialisation familiale, de ressources extérieures à l'école, qui leur permet de maîtriser les termes du débat scientifique et, in fine, de réussir l'évaluation. L'autre conséquence, Marie en a parlé, c'est l'irruption du débat social dans la classe. L'irruption du jugement de valeur, l'irruption du relativisme. Tous les discours se valent. On valorise autant les savoirs sociaux que les savoirs scolaires. On a donc des discours portés sur les valeurs qui pénètrent les classes au détriment des savoirs savants. Alors ça, c'est très prégnant, notamment en sciences humaines, en philosophie, en histoire-géographie, et évidemment, dans mon cas, en sciences économiques et sociales, où on va avoir des propos sur le chômage volontaire, sur le complot des banques, sur un État qui serait en faillite, j'en passe. Un autre exemple de support privilégié de ce type de pratique pédagogique, peut-être que vous en avez entendu parler, ce sont les éducations A. En classe, on éduque au développement durable, on éduque à l'égalité homme-femme, on éduque à la citoyenneté, on éduque à la sécurité routière. J'en passe. C'est très à la mode aujourd'hui. On a donc un discours qui est porté sur les attitudes, sur les savoir-être, sur les compétences, sur les fameuses compétences pour la vie, et donc en définitive sur les valeurs, plutôt que sur les savoirs scientifiques. Et donc on le voit, ce type de pratique, qui repose d'ailleurs souvent sur une approche postmoderne, et c'est souvent une contestation de la modernité qu'il y a derrière, repose très clairement sur une remise en cause du rationalisme critique. Et on a donc un discours normatif porté sur les valeurs. Autrement dit, on ne dit plus aux élèves comment penser, mais quoi penser. Et évidemment, qui sont les grands perdants de ce type de pratique? C'est bien évidemment les élèves issus des catégories défavorisées. Avant de passer à quelques pistes pour une école de l'universel, je voudrais développer un dernier point, qui est le lien entre l'innovation pédagogique et le libéralisme économique. Autrement dit, les défenseurs de l'innovation pédagogique sont souvent, je l'ai dit d'abord, ils sont très attachés au libéralisme culturel, mais ils sont aussi très souvent dans le même temps attachés au libéralisme économique. Des personnalités comme François Dubé, des cercles de réflexion comme Terra Nova, ce sont les mêmes qui défendent l'innovation pédagogique et une plus grande décentralisation du système éducatif français. Ça a sa part de cohérence, puisque si on part du principe que certains élèves ne sont pas faits pour la culture scolaire, j'en ai parlé tout à l'heure, là où d'autres sont prédisposés à l'exigence, alors il faut adapter les dispositifs pédagogiques en conséquence. Laisser le choix aux familles, laisser le choix aux établissements, laisser le choix aux enseignants, et dans ce contexte-là, le seul mode de coordination possible des décisions des acteurs, c'est la régulation marchande du système éducatif. On laisse le choix aux familles de choisir tel ou tel projet pédagogique local. On peut mettre éventuellement en place le système des chèques éducation. C'est évidemment la fin de la carte scolaire. Et on laisse le choix aux chefs d'établissement de recruter eux-mêmes leurs propres enseignants, voire, pourquoi pas, de les licencier. C'est donc l'association de l'innovation pédagogique et de la marchandisation du système éducatif. Et donc évidemment, encore une fois, par ce biais, on accentue les inégalités,
puisque, naturellement, les élèves issus des milieux aisés vont se diriger vers les établissements exigeants, ambitieux sur le plan intellectuel, là où les élèves issus des milieux populaires vont être leurrés par l'innovation pédagogique et vont se diriger vers les établissements où on fait de la classe inversée, de l'interdisciplinarité, du débat en classe, etc. Ça suppose aussi, cette association idéologique suppose aussi, pourquoi pas, on peut aller jusque-là, le déploiement des écoles hors contrat. On a donc, en définitive, un double processus d'invisibilisation du savoir par l'innovation, auquel on associe la marchandisation de ce même savoir, dont la logique est absolument dévastatrice, comme on a pu l'observer en Suède, au Québec, où les conséquences, à la fois en termes de niveau scolaire et en termes d'inégalité, ont été absolument catastrophiques. On le voit, il s'agit donc de substituer à une conception universaliste et égalitaire de l'école un discours libéral qui n'est plus alors basé sur l'égalité, mais sur la liberté de choix laissée aux acteurs, familles, établissements, enseignants, etc. De ce point de vue, Marie en a parlé à la fin de son intervention, je pense que le ministre se situe très clairement dans ce registre-là. Alors, quelques pistes pour terminer, pour répondre à cette question, quelle école de l'universel? Je pense que cela suppose tout d'abord une triple rupture. La première rupture, qui n'est pas la plus facile, c'est rompre absolument avec ce préjugé déficitariste qui veut que certains élèves ne seraient pas faits par nature pour la culture abstraite, et faire le pari, au contraire, de l'éducabilité universelle de tous les élèves, à condition de mettre en place les pratiques pédagogiques adéquates, bien sûr. Tous les élèves sont capables d'entrer dans la pensée abstraite et rationnelle. Deuxièmement, rompre avec la pédagogie invisible qui, j'ai essayé de le montrer, crée des malentendus d'apprentissage au détriment des élèves faiblement dotés en capital culturel, et donc rompre avec ce que Bernstein appelle ce populisme pédagogique qui, quelque part, institutionnalise ce paradigme déficitariste. Troisièmement, dans une optique d'égalité, il faut rompre avec la marchandisation du système éducatif. Vous l'avez compris, pas d'école de l'universel sans pédagogie de l'universel. Une pédagogie radicalement visible, explicite, exigeante et égalitaire. Une pédagogie qui refuse le relativisme cognitif, qui met l'accent sur des savoirs scientifiques légitimés par des communautés savantes, plutôt que sur des compétences pour la vie et sur des valeurs. Une pédagogie qui explicite radicalement les objectifs cognitifs qui sont visés en classe, qui met les élèves en activité intellectuelle, en les confrontant à des problèmes, des paradoxes, des énigmes, qui mettent à mal leur représentation, puisque leurs représentations font obstacle aux apprentissages. Ça suppose de réhabiliter la figure de l'enseignant, non pas comme une figure d'autoritarisme, mais comme étant le garant de la validité scientifique et épistémologique des savoirs, seul en mesure de former des citoyens et des co-législateurs éclairés. Je crois que c'était là le souhait de Condorcet. Je terminerai avec deux citations. Une première de Roger Establet, sociologue, sur ce que pourrait être une pédagogie de l'universel. Tous les résultats sont convergents. Ce sont les pédagogies qui définissent le plus explicitement les savoirs pertinents et qui font connaître le plus explicitement les performances attendues de l'élève qui permettent aux enfants des classes défavorisées de réussir. Une deuxième citation de Normand Baillargeon, qui est un universitaire québécois, sur ce que pourrait être une école de l'universel. L'école n'a pas à former à l'emploi. L'école n'a pas à former à l'emploi, mais à libérer de l'ignorance et de la superstition, à soustraire à la contingence du présent et du particulier. Une école qui accorde une place prépondérante au développement de la pensée rationnelle et à des formes de savoir adoptées parce qu'elles sont intrinsèquement valables plutôt qu'extrinsèquement opportunes. Je vous remercie.